Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire, ce dimanche du 3 novembre 2024, changement de pouvoir au Botswana, Duma Boko est le nouveau président et le sortant Mongwetsi Masisi a reconnu sa défaite électorale. Au Kenya, le feuilleton politique encore depuis des semaines a pris fin ce vendredi. Le nouveau vice-président Kithure Kindiki a finalement prêté serment avec le feu vert de la justice de la Haute Cour. Le président français Emmanuel Macron et le roi du Maroc Mohamed VI ont officialisé cette semaine la réconciliation de leur pays après des mois de brouille. Le président français a effectué en début de semaine une visite de 3 jours et d'importants accords commerciaux ont été signés. Bienvenue encore. Le président du Botswana, nouvellement élu, Duma Boko, a été officiellement investi vendredi comme 6e président du pays par le président de la Haute Cour, Gaborone, la capitale. Duma Boko a promis de s'atteler à la recherche de moyens de diversifier l'économie du pays qui repose exclusivement, pour l'instant, sur la vente de diamants. Les élections générales qui se sont tenues mercredi ont vu l'éviction du président sortant Mongwetsi Masisi du parti BDI, les partis d'opposition ayant collectivement obtenu la majorité des sièges au Parlement. Selon la commission électorale indépendante, les partis d'opposition ont remporté au moins 35 de 61 sièges au Parlement, dépassant ainsi le seuil requis pour former un gouvernement. Mongwetsi Masisi, qui n'a effectué qu'un mandat après avoir succédé à Ian Kama en 2019, a reconnu sa défaite et déclaré qu'il soutiendrait quoi qu'il arrive le nouveau président élu. La passation de pouvoir s'est très bien passée. Le nouveau vice-président du Kenya, Kithure Kindiki, a prêté serment vendredi après que la Haute Cour a levé les ordonnances interdisant son investiture suite à des semaines de contestation judiciaire de son prédécesseur Rigathi Gachagua qui a été destitué, comme vous le savez, par le Parlement, par la procédure d'impeachment. La Haute Cour avait suspendu l'investiture de Kindiki après que Gachagua et ses partisans ont déposé plus de 30 recours judiciaires pour empêcher sa destitution et son remplacement. Mais l'ordonnance de suspension a été levée jeudi, les juges ayant déclaré que le poste de vice-président, conformément à la Constitution, ne devait pas rester vacant. In this matter. As such, we find that the applicants do not stand to suffer any prejudice in the event the conservatory orders are not granted. This position, as we conclude, we reiterate that this matter holds significant public interest and we remain committed to an expeditious examination of the petitions. Therefore, we will further provide directions within this ruling. Consequently, the following orders are hereby issued. 1. The applications for conservatory orders are hereby disallowed. 2. The conservatory orders issued on 18th of October 2024 in Keregoya High Court E015/2024 are hereby discharged and or set aside. Cost of these applications shall be in course. We grant leave for appeal, type proceedings and certified copies of this ruling to be availed to parties at cost or as it may be. We will mention this matter on 7th of November 2024 at 2 p.m. in the open court. This ruling
shall forthwith be uploaded in the court tracking system. That is the ruling of the court. Le président William Ruto a nommé jeudi le ministre des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, au poste de ministre de l'Intérieur en remplacement de Kithure Kindiki, qui donc est devenu le nouveau vice-président du Kenya. Le Burundi a abrité jeudi le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du COMESA, entendez par là le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Ces chefs d'État ont pris part à ce sommet. Il s'agit du président sortant Evariste Ndayishimiye, du président Kenya William Ruto, du Zambien Hakainde Hichilema, d'Andry Rajoelina de Madagascar, de Taye Atske Selassie d'Éthiopie et du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Le sommet était axé sur le thème de stabilité comme clé de développement dans toutes ses dimensions. La clé du développement dans toutes ses dimensions. Comment stimuler les échanges commerciaux, les investissements et les mouvements des capitaux, tant dans le pays membre du COMESA que sur l'ensemble du continent. Les intervenants sont longuement revenus sur les potentialités du continent africain et ont souligné les efforts qu'il faudrait faire pour transformer les matières premières sur place et intensifier les échanges entre pays africains. Le président malgache André Rajoelina parlait ici de l'agriculture comme moteur du développement. Nous devons assurer la résilience de nos 600 millions d'habitants qui croissent de 2,7% par an et renforcer nos économies qui représentent un PIB collectif de plus de 1 000 milliards de dollars. Pour le cas de mon pays, l'agriculture est un secteur clé, pas seulement pour Madagascar, mais pour l'Afrique et le COMESA, car il représente 60% de la PIB de la population et la population en dépend et elle contribue près de 40% du PIB. Comme je le disais tout à l'heure, pour le cas de mon pays, actuellement, Madagascar est le 3e plus grand producteur du riz sur le continent africain, après le Nigeria et l'Égypte. Avec nos 36 millions d'hectares de terres arables et 80% de notre population vivant en zone rurale, nous aspirons à devenir le grenier rizicole du continent et à contribuer à l'autonomisation alimentaire de notre région. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est lui revenu sur le problème d'insécurité et encore une fois accusé le Rwanda d'imposer à son pays une guerre injuste. La paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires et au développement dans toute la région. Rappelons que le président Félix Tshisekedi était auparavant en Ouganda, mercredi,
où il a effectué une visite de quelques heures. Il a essayé d'entretenir longuement avec le président Yoweri Museveni et les entretiens ont porté essentiellement sur les problèmes de sécurité, mais également les échanges économiques et l'extraction du pétrole du lac Albert. Les portes de ce palais, je n'étais même pas encore président de la République. The first time I came here in this palace, I was not even president of the republic. Et je me souviens que vous m'aviez très bien accueilli. And I remember very well that you welcomed me very well. Avec respect et considération. I thank you also. Les discussions que nous avons eues ce jour. For the good discussions we have held today. Des discussions très enrichissantes et très prometteuses. Very useful discussions that promise a lot. Qui ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre turn région. Around the issue of peace, peace which we all like to have. Cette paix que nous voulons pour notre région. The peace for our good region. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser. I'm going back home aware that what we have agreed on shall be concretized. Et je compte sur vous, sur votre sagesse. And I actually believe in your intelligence and good work. Number one, the bilateral security issues between Uganda and DRC. Premièrement, les questions de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC. Secondly, deuxièmement, security of the region. La sécurité de la région. Thirdly, troisièmement, the issue of petroleum in Lake Albert. La question du pétrole dans le lac Albert. And then four, quatrièmement, the infrastructure. L'infrastructure. Especially the Kasindi. Surtout Kasindi, Beni. La route de Kasindi, Butembo Beni. Tembo Road. La route de Kasindi, Tembo. Les autorités guinéennes ont dissous des dizaines de partis politiques et placé sous observation des principaux partis d'opposition, tandis que le gouvernement de transition n'a pas encore annoncé jusqu'à ce jour de date pour les élections. Au compte de l'année 2024, le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation a rendu public lundi 28 octobre son rapport final sur l'évaluation des partis politiques. Le ministère a rendu public la dissolution de 53 partis politiques, la suspension de 54 partis politiques et la mise sous observation de 67 partis, parmi lesquels figurent le RPG et l'UFDG. Les 67 partis qui seront sous observation pendant 3 mois pourront fonctionner normalement, mais devront résoudre les irrégularités constatées dans nos rapports. Ces partis comprennent le Rassemblement du peuple guinéen, parti de l'ancien président Alpha Condé, donc le RPG, et notre parti d'opposition majeur, l'Union des forces démocratiques de Guinée, IFDG. Les autorités ont déclaré que les partis placés sous observation n'avaient pas tenu leur congrès dans les délais et n'avaient pas fourni de relevés bancaires, entre autres. La Guinée fait partie des nombres croissants de pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où l'armée a pris le pouvoir et a retardé le retour au régime civil. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui est maintenant général, qui dirige la Guinée, a renversé le président il y a 3 ans
affirma que son objectif était d'empêcher le pays de sombrer dans le chaos et a réprimandé le gouvernement précédent pour ses promesses non tenues. Mais ses détracteurs l'accusent, depuis son arrivée au pouvoir, de ne pas faire mieux que son prédécesseur. En février, il a dissous le gouvernement. Sans explication, il a annoncé qu'il en nommerait un autre, ce qu'il a fait déjà. Le général Doumbouya a repoussé les tentatives de l'Occident et d'autres pays développés d'intervenir dans les défis politiques de l'Afrique, affirmant que les Africains sont épuisés par les quatre organisations avec lesquelles tout le monde veut les enfermer. Arrêté par les autorités françaises en 2010, Eugène Rwamucyo, un ancien médecin rwandais, a été condamné ce mercredi par la Cour d'assises de Paris à 27 ans de réclusion criminelle pour son rôle dans le génocide des Tutsis en 1994. Il a décidé de faire appel. Eugène Rwamucyo, âgé de 65 ans, a été reconnu coupable de complicité de génocide, de complicité de crimes contre l'humanité et de complot visant à préparer le terrain à ces crimes. Il a été par contre acquitté des accusations de génocide et de crimes contre l'humanité. C'est un verdict qui n'est pas acceptable pour Eugène Rwamucyo, rendu à l'issue d'une audience dont le déroulement n'a pas été digne du procès historique qu'il aurait dû être, a réagi son avocat, maître Philippe Meilhac, qui a donc annoncé son intention de faire appel. Eugène Rwamucyo a nié tout acte répréhensible tout au long du procès, qui a duré 4 semaines. 3 décennies après le génocide contre le Tutsi au Rwanda, plusieurs témoins se sont rendus à Paris pour le procès de 4 semaines et ont donné des descriptions graphiques des massacres dans la région de Butare, où se trouvait Eugène Rwamucyo à l'époque. Il s'agit du 7e procès lié au génocide d'avril 1994, porté devant le tribunal de Paris au cours de la dernière décennie. Des témoins au cours du procès ont décrit des charniers et des personnes enterrant des corps, y compris des groupes de prisonniers à qui on avait demandé de faire ce travail. Certains ont affirmé que les blessés avaient été enterrés vivants. Selon les mêmes témoins, ce travail d'ensevelir les corps était supervisé par le docteur Rwamucyo. Eugène Rwamucyo a été aussi accusé de diffusion de propagande anti-Tutsi. L'ancien médecin a déclaré que son rôle dans les enterrements de masse était uniquement motivé par des considérations liées à l'hygiène et a nié que les survivants aient été enterrés vivants. Eugène Rwamucyo a été arrêté dans une banlieue nord de Paris en 2010, il y a déjà 14 ans. Il travaille alors comme médecin dans un hôpital du nord de la France. Des policiers français l'ont arrêté alors qu'il assistait aux funérailles de Jean Bosco Barayagwiza, considéré comme l'un des cerveaux du génocide contre les Tutsis en 1994. Jean Bosco Barayagwiza avait été reconnu coupable par le tribunal pénal international pour le Rwanda basé à Arusha en 2003. En décembre de l'année dernière, un autre médecin, Sostène Munyemana, a été reconnu coupable de génocide, de crimes contre l'humanité et d'aide à la préparation d'un génocide et a été condamné à 24 ans de prison. Lui aussi a décidé de faire appel. Le président français Emmanuel Macron était en début de semaine au Maroc, où il a été accueilli lundi en grande pompe par le roi Mohamed VI
C'était une visite d'État visant à retisser des liens historiques profondément distendus après 3 ans de brouille. Accompagné par son épouse Brigitte Macron et une pléthorique délégation de ministres, patrons d'entreprises, intellectuels ou personnalités du spectacle, le président français a été salué à sa descente d'avion à l'aéroport de Rabat-Salé par une longue poignée de main du monarque Mohamed VI, vêtu du costume d'un sombre et s'appuyant sur une canne. Le prince héritier Moulay Hassan et le prince Moulay Rachid, frère du roi, étaient également présents, signe d'un respect témoigné au président français. Après une cérémonie solennelle d'accueil, place du Mouchoir, ils ont eu un tête-à-tête suivi de la signature d'accords dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de l'éducation et de la sécurité intérieure. Paris et Rabat ont eu des relations difficiles au cours des 3 dernières années, notamment sur des questions d'immigration et sur le territoire contesté du Sahara occidental, que le Maroc souhaite que la communauté internationale reconnaisse comme marocain. Après avoir marché sur la corde raide pour éviter de provoquer la colère de l'Algérie, rivale du Maroc, Emmanuel Macron a soutenu la position du Maroc sur le Sahara occidental en juillet, ouvrant ainsi la voie à la réconciliation. Emmanuel Macron était accompagné d'une douzaine de ministres et d'une quarantaine de chefs d'entreprise. Fait rare pour un invité étranger. Le roi Mohamed VI, marchant avec une canne, est venu saluer Emmanuel Macron et son épouse à l'aéroport, comme nous l'avons dit. La France a été récompensée donc pour cette reconnaissance du territoire du Sahara occidental comme étant marocain. La France a été récompensée donc par un accord entre l'opérateur ferroviaire marocain ONCF et le français Alstom pour l'acquisition de 12 trains à grande vitesse et une option pour 6 autres, alors que le Maroc cherche à étendre une ligne existante plus au sud jusqu'à Marrakech d'ici 2030. Le groupe énergétique français Engie et EDF ont également signé des accords pour se développer dans le secteur des énergies renouvelables, tandis que Total Energy a signé un accord sur l'hydrogène, bien qu'aucun montant n'ait été immédiatement divulgué. La compagnie maritime CMA-CGM a également annoncé des investissements dans un terminal portuaire marocain. Les responsables français ont déclaré que les contrats du parti s'élevaient au total à plus de 10 milliards d'euros, mais n'ont pas divulgué le détail précis. La France espérait également que cette visite résoudrait les tensions liées à l'immigration, un sujet particulièrement brûlant en France, où le gouvernement subit la pression des partis de droite pour renvoyer davantage de migrants indésirables vers les pays comme le Maroc. En 2021, Paris avait décidé de réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux visiteurs nord-africains dans le but de faire pression sur ces pays pour qu'ils facilitent le retour de leurs migrants. Et donc, le président français a décidé de satisfaire les desiderata du Maroc en reconnaissant la souveraineté de ce pays sur le territoire du Sahara occidental. Devant le Parlement du Maroc d'ailleurs, Emmanuel Macron a réaffirmé sa position à reconnaître cette souveraineté. Écoutons. C'était devant le Parlement. Tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles,
auxquels il a fait face. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et je le dis ici aussi, cette position n'est hostile à personne. Elle permet d'ouvrir une nouvelle page entre nous, comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale, en Méditerranée, avec les pays voisins du Maroc et avec l'Union européenne. Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 3 novembre 2024. Je vous en rappelle toutefois les titres principaux. Changement de pouvoir au Botswana, Douma Boko est le nouveau président et le sortant Monkwetsi Masisi a reconnu sa défaite électorale. Au Kenya, le feuilleton politique en cours depuis des semaines a pris fin ce vendredi. Le nouveau vice-président Kithure Kindiki a finalement prêté serment avec l'aval de la haute cour. Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI du Maroc ont officialisé cette semaine, en début de semaine, la réconciliation de leur pays après des semaines de brouille. Le président français a effectué une visite de 3 jours au cours de laquelle d'importants accords commerciaux ont été signés. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Prochain rendez-vous dimanche prochain, ce sera le 10 novembre 2024. D'ici là, je vous souhaite de passer une très excellente semaine. Merci et à bientôt.